Cette programmation militaire ne propose pas une rupture fondamentale avec notre modèle historique. Au contraire, elle propose à sa manière d'y revenir dans sa force conceptuelle initiale, c'est-à-dire dans sa capacité à s'adapter vite, en prenant en compte les défis du monde actuel et donc aux menaces sécuritaires actuelles, ainsi qu'aux sauts technologiques que j'évoquais, qui emmènent avec eux inévitablement des sauts stratégiques ou tactiques, dont le champ de l'hybridité. À cela s'ajoute la nécessité d'articuler ces nouveaux domaines de lutte autour de notre dissuasion et de nos capacités expéditionnaires. Bonjour et bienvenue sur LCP pour ce nouveau numéro des grands débats. 3 lettres, LPM, comme loi de programmation militaire. Il s'agit pour les députés de voter la trajectoire budgétaire des armées pour les années 2024 à 2030, mais aussi de débattre des priorités de la défense nationale. Une question majeure alors que la guerre a fait son retour sur le sol européen depuis l'agression russe en Ukraine. Il y a donc, et dans cet ordre, d'abord la question de notre dissuasion nucléaire, héritage que nous devons entre autres au général de Gaulle, qui a permis d'offrir à la France les moyens de sa vocation de nation libre et autonome aux yeux du monde. Le texte que je vous présente porte l'ambition non seulement de défendre notre dissuasion nucléaire et de continuer de la mettre en œuvre seule, ce qui reste un défi industriel et technologique, mais aussi de préparer la dissuasion de demain. Un autre sujet a animé, c'est le moins que l'on puisse dire, nos débats en commission, et il ne manquera pas de nous mobiliser dans cet hémicycle. C'est bien sûr la question de nos alliances. C'est un sujet de débat majeur entre ceux qui souhaitent sortir purement et simplement de l'OTAN, d'autres de son organisme intégré, son commandement intégré, ceux qui souhaitent abandonner et non pas tout simplement encadrer ce que je distingue, toute forme de coopération militaire ou industrielle avec nos partenaires européens, et même ceux qui veulent mettre un terme aux exportations d'armement. Les questions qui se posent à la représentation nationale sont en définitive de savoir ce que la France veut et même doit faire seule, et ce qu'elle veut ou doit faire à plusieurs. En 2017, le budget de nos armées était de 32,3 milliards d'euros. Cette année, en 2023, le budget des armées est de 43,9 milliards d'euros. C'est donc une marge d'augmentation de 11,6 milliards d'euros par rapport à 2017, sans compter les crédits qui ont été votés en gestion. À cela, il faut donc intégrer 1,5 milliard d'euros pour, et c'est encore moins courant, une surexécution budgétaire. En 2027, une date qui intéresse beaucoup, à la fin du second quinquennat du président de la République, le budget des armées sera de 56 milliards d'euros, soit une marge d'augmentation de plus 23,7 milliards d'euros. Il aboutira en 2030 à un budget de 68,9 milliards d'euros, hors pension, qui aura donc plus que doublé le budget des armées de la France en l'espace de 2 lois de programmation militaire. À l'heure du retour de la guerre en Europe, de l'agression russe en Ukraine, de la stratégie de puissance de la Chine ou encore de la multiplication des menaces hybrides, chacun d'entre nous a conscience de l'importance du rôle de nos armées pour faire entendre la voix de la France. Les mots du général de Gaulle sont toujours d'actualité lorsqu'il disait « La France ne peut être la France sans la grandeur ». En son temps, lui aussi avait été confronté à des bouleversements géopolitiques et technologiques majeurs, décriés par certains lorsqu'il avait choisi d'investir massivement dans le nucléaire militaire au détriment d'autres investissements. L'histoire lui a donné raison. Aujourd'hui, mes chers collègues, l'enjeu est de continuer d'assurer à la France son autonomie d'analyse, de décision, d'action et de lui conserver son statut de puissance d'équilibre et de nation cadre. Soyons les fervents défenseurs de nos valeureux soldats qui, fidèles à leur histoire et aux valeurs de l'armée française, sont prêts, si la réussite de leur mission les y oblige, à aller jusqu'au sacrifice suprême. Au moment où je vous parle, j'ai une pensée émue pour nos blessés et nos morts pour la France, et je sais que chacun de vous s'associe à cet hommage. J'ai reçu de M. André Chassaigne et des membres du groupe de la gauche démocrate et républicaine NUPES une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Fabien Roussel. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, mes chers collègues, décider d'engager 413 milliards d'euros pour nos armées pendant les 7 prochaines années est un sujet extrêmement sérieux, important. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons déposé une motion de rejet, pour la simple et bonne raison
que nous demandons solennellement que ces choix fassent partie d'un large et grand débat avec tous nos concitoyens, toute la société, bien au-delà de notre Assemblée. D'abord, parce que cette loi de programmation militaire implique une stratégie au service de l'OTAN que les Français doivent connaître. Vous défendez, Monsieur le ministre, vous venez de le dire, une autonomie stratégique pour la France. Où est cette autonomie stratégique depuis que la France a rejoint le commandement intégré de l'OTAN? Nous souhaitons pour notre part nous retirer de ce commandement intégré et retrouver pleinement notre autonomie stratégique si chère aux gaullistes et aux communistes, et nous sommes fidèles à cette histoire-là. Ensuite, parce que ce budget va atteindre 69 milliards d'euros par an en 2030. 69 milliards d'euros à l'heure où votre gouvernement demande énormément d'efforts à nos concitoyens, y compris en leur demandant de travailler plus pour financer notre système de retraite. 69 milliards, ce qui en fera, et c'est inédit sous la Ve République, le premier budget de l'État devant celui de l'Éducation nationale. Pour lever toute ambiguïté sur la position des élus communistes et du groupe GDR, nous sommes très attachés à l'indépendance et à la souveraineté de la France en matière de défense et même d'industrie de défense. Nous sommes de ceux qui voteront toutes les dépenses permettant d'augmenter ces moyens, les moderniser, permettre à nos soldats de s'entraîner, de se protéger, d'être les plus efficaces sur le terrain. La défense nationale ne se négocie pas, elle doit être forte et efficace. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la motion de rejet préalable. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 185, exprimé 185, majorité 93, pour 27, contre 158. La motion de rejet préalable n'est pas adoptée. L'effort budgétaire de défense concernant cette LPM, il faut le reconnaître, est au rendez-vous. 413,3 milliards sur 7 ans, c'est une somme plus que substantielle. Cependant, il faut aussi, il est important, relativiser certains effets d'annonce, et nous avons eu l'occasion de le dire en commission. Je pense notamment à l'inflation et à l'exécution annuelle de cette trajectoire qui sera, il faut le reconnaître, un défi. Cette loi de programmation militaire porte une vision de la France, de sa place dans le monde et répond à la question « Quel modèle d'armée pour demain ?» Petit retour en arrière d'abord. 3 décennies de sous-investissement avaient conduit nos armées au bord de l'effondrement. Par la précédente LPM, notre majorité avait renversé cette tendance en engageant une politique de rupture qui mettait enfin un terme à l'érosion de nos forces armées. Cette ambition s'est traduite très concrètement par une augmentation du budget de la mission défense, puis par une exécution budgétaire, que dis-je, une surexécution budgétaire unanimement saluée. Autant de gages de confiance et de crédibilité pour cette nouvelle loi de programmation. Nouvelle car le retour de la guerre à haute intensité à nos portes en Ukraine, sur le sol européen, la guerre hybride mondialisée, l'accentuation des tensions internationales ou encore les multiples défis globaux justifient que nous répondions sans attendre à ces bouleversements de notre environnement stratégique. J'ai, durant la dernière campagne, longuement développé ma vision de cette France puissance. En ce début de discussion, je me satisfais que l'outil militaire que vous programmez pour les prochaines années ne soit pas incompatible avec la politique étrangère et de défense que je souhaite mener. L'actualisation prévue dans ce texte permettra d'ajuster notre outil militaire quand nous arriverons au pouvoir. Le contexte géopolitique et économique dégradé nous oblige à faire de cette LPM 2024-2030 un texte irréprochable sur le plan de la sincérité budgétaire comme sur celui des capacités militaires. Monsieur le ministre, vous avez réaffirmé le rôle majeur de la dissuasion nucléaire et en cela, nous vous soutiendrons sans réserve. Nul ne saurait remettre en cause l'un des piliers de notre défense, héritage du gaullisme. Car l'existence de la France en tant que pays libre n'est pas un acquis immortel et doit toujours être défendue. Sur le plan conventionnel, en revanche, nos inquiétudes demeurent. Certes, les efforts entrepris depuis 2015 sont louables et ont permis de mettre un terme à la saignée infligée aux armées dans le cadre des dividendes de la paix des années 90, mais ils ne sont toujours pas assez rapides et surtout pas assez massifs budgétairement. Cette indépendance retrouvée nous permettrait de proposer à toutes les nations qui le souhaitent
notamment européenne, de nouvelles coopérations. Nous devons relancer des discussions pour un nouveau traité faisant de l'espace un bien commun de l'humanité. Nous devons œuvrer pour la mise en place d'un droit international du cyber. Nous devons œuvrer, dans le respect du traité de non-prolifération, au désarmement nucléaire multilatéral des puissances dotées et détentrices. Cette ambition n'est pas contradictoire avec le fait de réaffirmer qu'aujourd'hui, la dissuasion nucléaire demeure la clé de voûte de notre défense nationale. Mais si la dissuasion reste crédible aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain? Qui peut nous garantir que la dissuasion nucléaire ne sera pas un jour notre nouvelle ligne Maginot? Quel dirigeant responsable pourrait affirmer aujourd'hui que dans 30, 40, 60 ans, la dissuasion nucléaire sera infaillible? Car avec les ruptures technologiques dans l'espace, dans les fonds marins, dans le cyber, dans le domaine de l'hypervélocité, il se pourrait que notre dissuasion soit contournée. Ce risque, même infime, il n'est pas acceptable de s'y exposer et d'y exposer la nation. Dès lors, nous devons l'anticiper. Il faut explorer toutes les pistes d'action dissuasives crédibles, y compris non nucléaires. C'est pourquoi nous proposons de créer un commissariat à la dissuasion de demain. Elle sera peut-être spatiale, cyber ou autre. Ne nous payons pas de mots, ce n'est pas une loi historique, c'est une loi raisonnable. Pouvons-nous nous en satisfaire? L'essentiel est sauf. La dissuasion nucléaire, clé de voûte de nos intérêts vitaux, qui permet de calibrer tout le reste, est bien assurée. Les grands programmes sont préservés. La préparation de l'avenir et la compétitivité de notre BITD, nécessaires à une future remontée en puissance, sont prises en compte, même s'il est certainement possible d'aller plus loin pour notre souveraineté industrielle. Face au dilemme masse-cohérence, vous avez privilégié la cohérence, et c'est bienvenu. Il ne sert à rien d'avoir des matériels dans les hangars sans pouvoir produire les effets pour lesquels ils ont été conçus. Mais nos forces conventionnelles demeureront partiellement échantillonnaires. Dans notre mission sur la haute intensité, nous avions chiffré les manques à 40 milliards. Ce trou n'est pas comblé, car nous avons à faire face aux nouveaux champs de conflictualité spatiale, cyber, grand fond que nous n'avions étudiés qu'à la marge. Cette loi y répond, et plutôt bien. Cependant, je ne renie rien de ce que j'avais écrit. La masse n'est pas totalement au rendez-vous. Mais la défense est globale. Il n'est pas de défense forte sans économie saine. Il n'est pas d'économie forte sans finances saines. Pour reprendre les mots du général de Gaulle, la politique et l'économie sont liées l'une à l'autre comme le sont l'action et la vie. Et nous savons tous, hélas, l'ampleur de nos déficits. La dette, c'est la faiblesse, le risque du chantage de nos créanciers, au pire le scénario grec. Alors il faudra bien faire avec cette enveloppe. Pour la deuxième fois de suite, l'examen de la loi de programmation militaire n'est précédé d'aucun livre blanc de la défense et de la sécurité nationale. La revue nationale stratégique qui fixe le cadre de l'élaboration de la présente loi n'invite aucun parlementaire à participer à son élaboration, à sa réflexion et à l'analyse précise et approfondie nécessaire à notre politique de défense. Vous aimeriez sans doute, comme beaucoup, être perçu comme un héritier du général de Gaulle. Force est de constater que vous en retenez surtout la pratique du domaine réservé. Malgré vos propos rassurants en commission et l'adoption d'amendements qui infléchissent votre premier mouvement, vous participez à conforter la mise à l'écart du Parlement en matière de défense. Pourtant, lorsqu'on donne à entendre de tels montants, il est absolument nécessaire de débattre régulièrement et publiquement des enjeux qui nous préoccupent en matière de défense. Voilà qui renforcerait le lien armée-nation qui vous préoccupe tant, plutôt que la mise en place de dispositifs coûteux à l'image du SNU. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix et le réveil est brutal. À cause de notre aveuglement, la moitié de l'humanité connaît au moins une fois par an une grave pénurie d'eau. 3,3 milliards de personnes vivent dans des zones déjà vulnérables au changement climatique et entre 8 à 30% des terres agricoles mondiales pourraient devenir incultivables. Nous sommes confrontés aux limites de notre terre et aux risques de conflits que cela implique. Alors oui, il est nécessaire de garantir les dépenses qui permettraient à nos armées de fonctionner, que cela soit par l'amélioration des conditions de travail et de rémunération, mais également par l'investissement dans le maintien en conditions opérationnelles des équipements. Ainsi, les efforts réalisés sur ces sujets sont pertinents, car aussi puissante soit-elle, une armée doit d'abord se penser à hauteur d'hommes et de femmes.
Garantir le bon fonctionnement de notre armée, comme de tout service public, est nécessaire. Mais dans un monde profondément incertain, une loi de programmation militaire ne peut se contenter d'additionner les euros. Elle doit impulser une vision stratégique de notre défense et anticiper les conflits de demain. Malgré les grands mots d'amplification, de transformation, cette LPM s'inscrit dans la continuité et surtout ne prend pas en compte la complexité du monde d'aujourd'hui et encore moins l'imprévisibilité de celui de demain. J'ai suffisamment alerté au cours de mes mandats précédents sur la baisse de notre effort de défense pour ne pas aujourd'hui me réjouir de voir cette loi de programmation militaire consolider notre force de dissuasion vitale et réarmer notre pays. Cependant, ce n'est pas parce que vous faites mieux que vos prédécesseurs qui ont désarmé la France que vous n'avez pas encore et que nous n'avons pas encore une marge de progression. Le cœur de la loi de programmation militaire, c'est une enveloppe globale de 413 milliards d'euros pour les années 2024 à 2030. Un budget en forte hausse par rapport à la loi de programmation militaire précédente. 413 ou 400 milliards d'euros. L'article 3 du projet de loi de programmation militaire montre une enveloppe globale de 413 milliards d'euros. Mais le tableau de ventilation indique, lui, le chiffre de 400 milliards d'euros. Où sont passés les 13 milliards d'euros manquants? Sont-ils garantis? C'est précisément ces questions que les oppositions posent au ministre, qui répond très longuement. « 413 milliards ou 400 milliards ?» La question demeurait. Le ministre, en faisant adopter en commission un amendement présenté par Olivier Marleix, d'une certaine manière sécurisait ces 13 milliards de ressources extra-budgétaires en garantissant des ressources budgétaires au cas où ces ressources extra-budgétaires n'auraient pas pu être mises à disposition. Maintenant, il manque un amendement du gouvernement. Nous attendons l'amendement du gouvernement qui va transcrire cette garantie dans la programmation. Parce que le tableau du 3e alinéa de l'article est toujours sur un total de 400 milliards. Donc, nous sommes dans une loi de programmation. Nous avons besoin de savoir quand ces 13 milliards de ressources supplémentaires vont être utilisés, vont être affectés, parce que c'est avec cette vision-là que l'on saura précisément où l'on va. D'abord, quelque chose que je n'ai pas compris, et puis après je vais vous expliquer ces amendements. Je n'ai pas compris les propos de la France Insoumise qui demande dès maintenant que soit budgétée la somme des 413 milliards. Moi, je n'ai pas compris que le ministre nous avait dit qu'il renonçait aux ressources extra-budgétaires. Ce qui nous a été dit, c'est que dans l'hypothèse où les ressources extra-budgétaires ne seraient pas à la hauteur des 13 milliards prévus pour respecter le critère physico-financier, ce serait compensé par le budget de l'État. À partir de ce moment-là, si le ministre est sincère sur les ressources extra-budgétaires sur lesquelles il compte, et je ne doute pas qu'il soit sincère, on verra s'il en plus, s'il est lucide et si les faits lui donnent raison, mais s'il est sincère, il n'y a pas de raison que ce soit budgété en tant que tel, ou alors on est complètement à côté de la plaque et je n'ai rien compris. En tout cas, si on regarde les 13 milliards d'euros ensuite, parce que moi je pense qu'il faut qu'on soit clair sur cette affaire une bonne fois pour toutes. Alors après, non, je me reprends. Ça ne sera jamais une bonne fois pour toutes, parce que la réalité, c'est que dans toutes les lois de programmation militaire, on n'a jamais montré les ressources extra-budgétaires, jamais montré les marges frictionnelles ou reports de charges, et moyennant quoi, c'était comme quoi, ce n'est pas toujours non plus un encouragement à la transparence, il n'y avait jamais une question sur le sujet. Il a fallu qu'on le montre pour que tout le monde se passionne, et que celles et ceux qui parfois avaient voté des crédits budgétaires en diminution pour les forces armées ces dernières années, se réveillent en disant « Ah oui, mais c'est intéressant, mais comment ça? Est-ce que ces 13 milliards existent vraiment? Comment ça fonctionne ?» Bon, alors, je vais refaire pour la 75e fois la démonstration, sauf que, comme par sympathie pour M. Saint-Toul, dont c'est toujours son anniversaire ce soir, je vais en profiter pour donner des chiffres par chronique sur ces 13 milliards d'euros, ce qui permettra à M. Thiriot d'informer le président Marleix, qui semblait inquiet visiblement de la qualité de l'étude d'impact de cette loi de programmation militaire et qui a pu nous le redire à de nombreuses reprises cette semaine sur ces bancs. De 2024 à 2030, nous avons une chronique de recettes propres au ministère des Armées
qui repose sur un segment d'aide à l'Ukraine que vous connaissez, j'ai déjà expliqué les détails. Enfin, après, je peux aussi recommencer les 3 mois de débat parlementaire, mais enfin, s'il le faut, je le ferai. Les recettes extra-budgétaires, dont les recettes patrimoniales et les recettes du service de santé des armées. Je pense que tous les commissaires à la Défense sont enfin définitivement au courant de cette affaire-là. On est sur une somme de 7,1 milliards d'euros pour la période. Il se trouve que les cessions immobilières sont celles qui souvent ont été décidées dans le passé, et donc on va avoir beaucoup de recettes au début. Ça veut dire qu'on a la chronique suivante. Nous tablons, c'est-à-dire les services de Bercy et les services du ministère des Armées. Et puis, je le dis tout de suite, s'il devait y avoir une prévision qui serait pas forcément réaliste ou réalisée, nous aurions évidemment le mécanisme que M. Thériault, j'allais dire le président Thériault, a fait voter en commission de la Défense. Première année en recettes extra-budgétaires en 2024, 1,7 milliard d'euros. 2025, 1,3 milliard d'euros. 2026, 1,3 milliard d'euros. 2027, 809 millions d'euros. Ça descend essentiellement lié aux recettes. Et encore les soulignes s'il le fallait, c'est notamment lié aux cessions immobilières. 2028, 649 millions d'euros. 2029, 630 millions d'euros. 2030, 629 millions d'euros. Ça, ce sont pour les recettes. Une fois de plus, financement Ukraine, dont à partir de 28, évidemment, les crédits de paiement sont à zéro, pour les raisons qu'on comprend. Vous avez les crédits de paiement sur les premières années qui correspondent à du matériel que nous avons pu donner. Là aussi, je l'ai suffisamment expliqué par ailleurs. Ensuite, on a les ajustements de dépenses, marge frictionnelle et variation de report de charges, qui par définition sont importants en début de période. Je retraiterai l'inflation après, parce que ça aussi, je veux dire, c'est le seul ministère de la République pour lequel on s'inquiète de l'inflation. Au manque de bol, c'est le seul ministère dans la République qui a des outils pour le gérer, mais enfin ça, c'est un autre débat. Il se trouve qu'en début de période, on a un ajustement des dépenses qui est en 2024 de 3,7 milliards d'euros, en 2025 de 2,4 milliards d'euros, en 2026 d'1,5 milliard d'euros, en 2027 d'1,5 milliard d'euros, en 2028 d'1,6 milliard d'euros, et ensuite la tendance est négative en 2029 et en 2030. Évidemment, c'est logique, c'est le renversement, moins 1,1 milliard d'euros, moins 3,6 milliards d'euros. Tout ça, évidemment, étant conforme et font 13 milliards d'euros. Ce qui a toujours existé dans les lois de programmation militaire précédentes. Mais curieusement, personne n'interrogeait Florence Parly ou Jean-Yves Le Drian ou Gérard Longuet, Hervé Morin ou d'autres. Bon, donc je le dis quand même pour mémoire, pour celles et ceux qui ont encore l'honnêteté intellectuelle d'avoir un peu de mémoire. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce cadeau. Vous nous avez fait la démonstration de votre brio, il n'y a aucun doute là-dessus, et vous avez bien noyé le poisson. Parce qu'en réalité, ce que vous nous avez dit, c'est comment vous obteniez ces 13 milliards de ressources extra-budgétaires. Dont acte, ils existent. Tant mieux. Mais vous ne nous avez toujours pas dit comment vous allez les dépenser. Vous nous dites qu'il y a un besoin, mais oui, mais année après année. Est-ce que ça veut dire que vous allez dépenser en 2024 1,7 milliard grâce aux cessions, en 2025 1,3 milliard Bien sûr que non. Ce n'est pas ce que vous allez faire. Il n'y a donc pas d'affectation budgétaire. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de vraie programmation, parce que vous avez, d'une certaine façon, et pour répondre à notre collègue Thériault, vous avez sanctuarisé 13 milliards, mais vous n'êtes pas en mesure de les dépenser. Non, vous avez peut-être réservé une poire pour la soif, je ne sais pas. Mais cette poire pour la soif, elle fait 13 milliards, c'est-à-dire qu'on a quelque part dans la programmation budgétaire un deuxième PNG, ça fera plaisir à notre collègue Larsonneur peut-être, on a un deuxième PNG qui est en train de se balader quelque part. Voilà, c'est ça. Si vous ne nous dites pas quand vous allez dépenser cet argent, alors il ne sera pas dépensé, ou alors vraisemblablement vous le gardez pour faire face à l'avenir. Non, ça n'est pas dans l'alinéa 1. Ou alors nous sommes très très mal comprenants, mais vous voyez, je crois que nous avons bien compris la manœuvre. Vous nous parlez des marches après 2027, nous ne vous faisons pas de procès sur celui-là. Vous nous expliquez que le report de charge serait de la ressource. Ça, c'est intéressant. Si je vous comprends bien, alors le report de charge, vous pensez utiliser le report de charge pour encaisser l'inflation. Mais si c'est pour encaisser l'inflation, passez-moi l'expression triviale, vous lissez l'effort, mais ça ne signifie pas que vous compensiez la perte de pouvoir d'achat que représente l'inflation. Donc, vous avez bien 13 milliards qui vont
flambé pour rien. Donc, vous ne les dépensez pas. Vous avez bien 13 milliards de besoins qui ne vont pas être affectés à un besoin. Un autre point du texte a occupé les députés, le montant des marches. Les marches, c'est la hausse du budget des armées année après année. Certains députés estiment qu'il faudrait répartir l'effort autrement. Effectivement, il nous semble que cette trajectoire est soumise à beaucoup d'aléas. On doit reconnaître qu'au moment où ça a été préparé, peut-être ne pouvions-nous pas imaginer la forte inflation que nous vivons depuis maintenant de nombreux mois. Mais nous devons aussi essayer de réaliser les objectifs de cette loi de programmation militaire si jamais elle était votée. Et en l'occurrence, il nous semble qu'il serait pertinent finalement d'inverser cette trajectoire puisque en réalité, à l'instar de l'actuelle loi de programmation, l'augmentation des ressources budgétaires est plus forte à la fin de la période couverte. Voilà. Alors évidemment, on l'a dit, avec l'inflation, finalement, on risque d'arriver à une stagnation. Il ne faudrait pas que ce soit une baisse, puisque nous ne pourrions, là pour le coup, absolument pas remplir les objectifs de cette loi de programmation. Donc, ainsi que l'a souligné dans son avis le Conseil d'État, les chiffres présentés au-delà de 2027 sont affectés de nombreux aléas. Et donc, nous souhaitons remplacer le tableau proposé par celui que nous vous proposons en inversant exactement la trajectoire de cette programmation budgétaire. Merci Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Bon, quant à notre groupe Rassemblement National, nous proposons une trajectoire budgétaire différente des ressources de la mission Défense entre 2024 et 2030, hors charge de pension et à périmètre constant. Nous pensons que les efforts d'augmentation de crédits de paiement doivent se faire dès la première année de la loi de programmation militaire pour répondre aux besoins urgents de nos armées afin qu'elles remontent plus rapidement en puissance. Il est également indispensable de contrebalancer les effets de l'inflation qui restera, selon les projections macroéconomiques, forte en 2024. En l'état, les crédits pour 2024 ne diffèrent pas de ceux prévus par la loi de programmation 2019-2025 en cours d'exécution, ce qui est difficilement justifiable au vu de la hausse de l'inflation que personne ne conteste ici. Ainsi, le gouvernement a évalué les effets de l'inflation pour la mission Défense à 30 milliards d'euros de pertes sur la période 2024-2030. Cette estimation pourrait, selon le Haut Conseil des finances publiques, être encore plus élevée, rehaussée en raison de l'augmentation du coût des matériels militaires. La loi de programmation des finances publiques prévoit une stabilisation de l'inflation à compter de 2025 autour d'un objectif de 2%, ce qui rend d'autant plus nécessaire un effort précoce sur les marches budgétaires. Cette trajectoire proche de celle proposée par le gouvernement permet néanmoins de garder des marges relativement hautes sur les dernières années de la LPM 2024-2030 afin d'anticiper les dépenses liées au programme décalé dans le temps du fait de cette LPM. Il y a cet argument surprenant de les grosses marches sont, l'essentiel des marches sont après 2027. Alors ça, c'est sûr, c'est pratique pour faire une conférence de presse entre midi et 2 en une demi-heure, mais quand on regarde les chiffres de plus près, c'est un peu plus difficile à tenir. Et pour cause, puisque nous sommes en 2023 et que nous avons déjà fait une marche à plus 11,6 milliards d'euros par rapport à 2017. On reviendra à l'amendement de M. Bayou, qui a raison parce qu'au moins il est cohérent, je ne suis pas d'accord avec lui, mais considère que c'est certainement beaucoup d'argent. On y reviendra. Qu'au début de LPM en 2024, on sera à plus 14,7 milliards d'euros, qu'en 2027, on sera donc à 23,7 milliards d'euros et qu'en 2030, on sera à 36,6 milliards d'euros. Bon, ça veut dire que ce qu'on appelle l'essentiel des marches, vous avez entre 2017 et 2027, c'est-à-dire les 10 ans de présidence d'Emmanuel Macron et de présence dans cet hémicycle de la majorité présidentielle, vous avez une marge de plus 23,7 milliards d'euros, c'est-à-dire les 2 tiers. C'est sûr que c'est minoritaire, 2 tiers, ça suffit de compter. Et entre 2027 et 2030, parce qu'il y a une élection présidentielle, oui, il y a une élection présidentielle, et donc là, c'est une marge de plus 12,9 milliards d'euros. Alors, l'argument qui consiste à dire aussi ce sont les mêmes marches, parce que ça fait 3 chaque année, c'est évidemment méconnaître toute la construction physique qui a été faite au début. Et puis,
Très accessoirement, si dans un escalier, il vous prenait l'idée de marcher sur la même marche, vous ne monteriez pas l'escalier, Madame la députée, pour être très clair, pour reprendre votre argument de tout à l'heure. Et donc, ce sont des marches qui se cumulent. Et c'est d'ailleurs bien là le sens de la cohérence de l'amendement de M. Bayou, c'est qu'en fait, ça fait beaucoup d'argent en cumulé, parce que ce n'est pas 3 milliards d'euros en plus chaque année, c'est 3 milliards d'euros en plus par rapport à l'année N-1, ce qui tout d'un coup, quand même, fait des volumes importants, puisque ça nous amène à faire un x2. Alors, même en faisant x2, on a quand même le commentaire qu'avec l'inflation, tout ça serait au fond stagnant. Alors là, ça continue d'être assez surprenant pour tout un tas de raisons. Déjà, l'inflation est dans la copie. Là aussi, ça doit faire 40 fois qu'on le dit. Il est dans la copie parce que précisément, je viens de vous donner les chiffres des reports de charges. Ben, si, vous faites non, mais si. Enfin, je veux dire, ou alors vous ne comprenez pas ce que sont les rapports de charges. Bon, donc si vous le comprenez, Madame la députée, ce que je vous crois bien volontiers, c'est pour ça que je vous soupçonne davantage de faire de la politique plutôt que de ne pas comprendre, pour être transparent avec vous, ça sera dit, c'est que, j'en fais un peu, mais moi j'assume, je ne prends pas des arguments techniques fallacieux, donc quand j'en fais, j'assume vraiment. Bon, quand vous avez des outils dans ce ministère pour gérer justement l'inflation, alors que faut-il faire? S'en servir ou ne pas s'en servir? Alors si je comprends bien, dans les amendements et dans l'explication de vote et du PS et du Rassemblement national, parce que vous avez employé le même argumentaire, il faudrait dire oui, mais nous, c'était avant l'inflation. Bon, très bien. On n'a toujours pas forcément compris d'ailleurs pour quel contrat opérationnel ou quel modèle d'armée. Ou alors c'est celui qu'on a proposé plus ou moins. Au moins, c'est déjà plus cohérent et je l'accepte bien volontiers. Ça reviendrait donc à prendre les variations de report de charges et à les transformer en crédit budgétaire. Donc là, vous prenez les 2,6 milliards de report de charges en 2024, et donc ce que vous proposez, c'est de les prendre en crédit budgétaire. Non, mais moi, ça serait cohérent. Et vous dites 0 report de charges. En fait, il y a deux manières de traiter l'inflation. Je pense qu'il faut qu'on se le dise, mais pour la mémoire des débats, là aussi, une bonne fois pour toutes. Soit on se sert des outils et le report de charges en est un, comme il a toujours existé, on peut être pour, on peut être contre, soit on prête du crédit budgétaire nouveau. Mais pardon, la bonne gestion, et tous celles et ceux qui ont été élus locaux le savent très bien, quand on a un outil comme le report de charges, sur des masses aussi importantes et sur des programmes aussi importants, on s'en sert. Ou alors, il faut être mauvais gestionnaire. Donc, le problème, et c'est ce qui m'étonne depuis le début, quand j'ai vu un certain nombre de sensibilités politiques se jeter sur les marches et sur la chronique budgétaire sans vraiment l'avoir travaillé, c'est que je me doutais bien qu'on aurait cette conversation à un moment donné. Par quelque bout que vous la preniez, la copie qu'on vous présente, elle est cohérente. Ça va même tellement plus loin que la plupart des amendements, je sors l'amendement Bayou, groupe écologie, parce qu'il a sa cohérence politique, parce que ce n'est pas le même projet politique, c'est moins qu'on puisse dire, c'est que à force de vouloir à tout prix mettre de l'argent avant 2027 pour essayer de créer l'idée qu'au fond, la majorité étalerait l'effort. Ah oui, c'est sûr, vous parlez d'un étalement d'effort. Vous voyez des sommes dont on parle. Que vous vous retrouvez sans le vouloir ou sans faire attention à présenter des amendements qui diminuent le budget des armées en 2029 et en 2030. Ça veut dire qu'en année pleine, une fois qu'on a terminé les augmentations, vous avez dans la liasse d'amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6 amendements qui se veulent sur le papier avec un exposé des motifs pour dire on va augmenter le moyen des armées, 6 amendements qui sont en dessous de la cible à 69 milliards d'euros que la majorité propose. Alors, moi, je peux demander une suspension de séance et une deuxième lecture du rapport annexé. En 2029-2030, quels sont les bateaux que vous supprimez? Parce qu'il y a 67 milliards d'euros pour certains, 66 pour d'autres. Et encore, ces chiffres sont plus près de la vérité que ceux de la Commission, puisqu'ils ont tous changé suite aux différentes remarques que j'ai déjà pu faire en transparence en Commission, où parfois certains budgets tombaient à 63 ou 64 milliards d'euros. Quel programme vous décalez? C'est plus un étalement, là. Là, pour le coup, ce sont des annulations. Quand il vous manque 1 à 2 milliards d'euros en terminaison sur la plupart des amendements qui sont déposés, il faut m'expliquer comment ça fonctionne. Donc, moi, je veux bien qu'on s'en prenne à la copie du gouvernement parce que c'est celle du gouvernement, à celle du président de la République parce que c'est celle du président de la République, à celle de la majorité parce que c'est celle de la majorité. Dieu sait qu'on peut raconter n'importe quoi parfois avec des mots. Avec des chiffres, c'est un peu plus difficile et un peu plus compliqué. Et donc, de fait, la trajectoire qui est proposée, non seulement elle correspond aux besoins physiques pour les armées, tels qu'exprimés dans le rapport annexé que nous venons d'examiner. En tout cas, je n'ai pas entendu de changement tel de modèle d'armée qui modifierait des choses.
2, la volonté de mettre de l'argent plus vite pourrait s'entendre s'il y avait une volonté assumée parmi vous d'acheter sur étagère, y compris à l'étranger. C'est sûr que si on ne regarde pas du tout le LRU en version souverain, on peut directement acheter des HIMARS l'année prochaine et augmenter les marges. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on s'est dit depuis le début de la semaine. Donc je pense aussi qu'il faut qu'on l'assume avec cohérence, ou alors il faut le démontrer, sinon ça ne fonctionne pas. Pareil pour les infrastructures, on peut rajouter 1 milliard d'euros de plus si vous voulez l'année prochaine, vous n'aurez pas pour autant des infrastructures qui iront plus vite, ou un porte-avions de nouvelle génération qui sortira plus vite des chantiers de l'Atlantique, ou un sous-marin nucléaire qui sortira plus vite des chantiers pour autant. Donc comme on arrive à la fin du raisonnement, oui, je terminerai, et en disant, et en plus, c'est compatible avec la trajectoire des finances publiques. Mais je termine la démonstration par là, et je ne l'ai pas commencé par ici, ce qui me semble important. Après une lecture à l'Assemblée et au Sénat, une commission mixte paritaire se réunit. 7 députés et 7 sénateurs qui se mettent d'accord sur un nouveau rythme des dépenses, un effort budgétaire plus important que prévu entre 2024 et 2027, ce qui permet un effort plus régulier sur l'ensemble de la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire prévoit un effort sur le recrutement avec l'ouverture de 6 300 postes d'ici à 2030 et 700 dès l'année prochaine. Objectif, 275 000 personnels de défense en fin de LPM. Pour renforcer le lien entre les armées et la nation, cette loi prévoit de porter la réserve opérationnelle à 105 000 femmes et hommes d'ici à 2035. Le but, c'est d'avoir un réserviste pour 2 militaires d'active. Nos armées ne valent que par celles et ceux qui les servent. Il me paraît utile de rappeler qu'en 2016, il y avait 266 792 ETP, qu'ils seront en 2027 271 800 et qu'ils seront en 2030 275 000. C'est-à-dire que la progression en ETP dans nos forces armées, en civil et militaires, sera de plus 8 708 personnes depuis 2016. On a donc évidemment stoppé une déflation dangereuse qui a touché nos armées pendant de très nombreuses années. Ajoutons les 105 000 réservistes, eh bien nous arriverons à la fin de cette loi de programmation militaire à un effectif total de 380 000 hommes et femmes. Dans les évolutions que vous proposez à cet article, effectivement, il n'y a pas de distinction selon les différentes armes. Donc ça fait peut-être partie des questions que nous aurons. Et puis, ce qu'on observe aussi, vous avez cité, mon cher collègue, les 267 000 ETP, ce qui est vrai. Mais il y a grosso modo 60 000 contractuels et puis 207 000 à peu près militaires qui ont le statut de militaire. Et on voit que sur les personnels qui ont vraiment le statut de militaire, alors je ne parle pas des années 2008 et 2009, où il y avait effectivement une chute importante des effectifs, mais sur les récentes années, on voit que c'est soit stable, soit ça a tendance à baisser. Et donc, or, c'est effectivement le cœur d'une armée opérationnelle. J'y associe évidemment les contractuels, mais effectivement, ceux qui mènent les opérations, ce sont des militaires. Cet article nous donne les objectifs en matière d'augmentation des effectifs, mais il y a 2 observations à faire. La première est que dans la LPM en cours, les objectifs n'ont pas été atteints. Pas tous étaient atteints. Et donc, évidemment, même si on peut se retrouver sur les objectifs de l'article 6, on doit avoir à l'esprit le retard, d'une certaine façon, accumulé lors des dernières années. Et puis, il faut aussi préciser, comme l'a dit ma collègue Rabault il y a quelques instants, qu'un article 6 qui nous donne des cibles d'effectifs à un niveau aussi général est quand même manque un peu de transparence à l'égard du Parlement. C'est la raison pour laquelle nous allons faire, nous, une proposition d'amendement qui ne sortira pas de nulle part, évidemment, mais qui proposera d'entrer plus finement dans le détail afin que nous puissions savoir exactement, au fil des années, si les objectifs sont tenus. Le ministre et ses conseillers ont forcément planifié les embauches, vu qu'ils ont programmé les crédits nécessaires sur les 7 prochaines années. Autant l'inscrire dans le marbre de la loi, vu que de toute manière, il est prévu
à la fin de ce même article une souplesse sur la réalisation ou la répartition de ces embauches. Donc inscrivons dans la loi les objectifs. Cela permettra d'indiquer des orientations et ensuite libre au ministère et de réaffecter en fonction des besoins. Mais je pense qu'il est utile d'inscrire dans la loi les objectifs, comme c'était déjà le cas dans les LPM précédentes. Pourquoi ce n'est pas dans la loi en tant que telle? Bon, déjà, ça créerait une forme de rigidité sur un domaine qui, me semble-t-il, relève véritablement de la gestion de l'employeur public. Alors, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a légiféré, sur lesquels on a écrit des sujets, enfin des choses dans la loi, vous allez me dire. Bon, enfin, la réalité, qu'est-ce qui fait qu'à 20, 30 ETP, 40 ETP ici ou là, souvent, d'ailleurs, ce ne sont même pas des sujets qui me remontent, mais que le CEMA peut gérer, ou le SGA peut gérer, ou le DGSE peut gérer à son niveau. C'est d'ailleurs aussi une démonstration par l'inverse, c'est que si vous aviez été trop précis en 2018, il y a un certain nombre de ventilations de TP nouveaux pour la DGSE qu'on n'aurait pas pu forcément donner ces dernières années, sur lesquelles, au regard des circonstances, on a évidemment pris des décisions de correction. Donc moi, je reste persuadé que la responsabilité aussi ministérielle des grands directeurs d'administration centrale, sous le contrôle du ministre qui endosse la responsabilité, c'est aussi de procéder à ces répartitions-là qui ont pu être ajustées avec le temps. Donc avis défavorable, peut-être un amendement au fond qui est un amendement d'appel sur le degré de transparence de ce sujet vis-à-vis du Parlement, mais qui est un autre sujet à la rigueur. C'est programmer à l'ETP près qui on met à la DGA ou à la DGSE. Au passage, ça serait inédit parce qu'il n'y a pas un autre ministère, même sous loi de programme, dans lequel on ira à ce degré-là. Je fais un parallèle, la LOPSI à la rigueur. Le travail de l'exécutif, c'est de dire au Parlement, ben voilà, le cyber va être un axe d'effort, donc on va mettre l'essentiel des efforts en matière de TP dans le cyber. Ça, c'est le dialogue naturel entre le Parlement et l'exécutif. Mais commencer à flécher à l'ETP près, c'est pas tant que c'est une rigidité, c'est que là, pour le coup, je pense qu'on va au-delà même de ce qu'est la programmation et on ne gagne pas en efficacité. En tout cas, les exemples de l'exécution de la LPM actuelle montrent bien que cette souplesse est plutôt la bienvenue. Donc, avis de retrait ou défavorable, le cas échéant. Monsieur le ministre, j'entends vos arguments. C'est vrai que le tableau qu'on vous propose est très précis. Il est vrai que le vôtre l'est beaucoup moins. Il existerait peut-être une voie médiane qui aurait pu nous rassembler. Malheureusement, elle n'existe pas et vous n'avez pas fait d'amendement du gouvernement pour être un petit peu plus précis que les très grandes masses que vous avez inscrits que nous allons inscrire dans le marbre de la loi. Donc, monsieur le ministre, j'entends ce que vous nous dites. Entendez que le Parlement souhaite plus d'informations également. Cet amendement souhaite attirer votre attention sur une question de grande importance pour l'équité, la représentativité et l'efficacité de nos forces armées, celle de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la défense. Aujourd'hui, malgré les avancées trop lentes réalisées en matière de parité, le plafond de verre reste une réalité persistante dans nos armées. Les femmes ne représentent que 10% des officiers généraux. Nous ne pouvons plus ignorer cette disproportion. Notre groupe propose un amendement visant à renforcer l'égalité professionnelle et à augmenter la féminisation de la défense. Notre objectif est clair, faciliter l'accès des femmes au diplôme d'état-major et atteindre une part de femmes parmi les officiers généraux située à 20% d'ici 2030. Cela représenterait un effectif de 50 femmes officiers généraux contre environ 30 actuellement. En outre, en augmentant la présence de femmes à tous les niveaux dans notre armée, nous renforçons l'attrait de la carrière militaire pour les jeunes femmes, contribuant ainsi à l'objectif de fidélisation du personnel présenté par cette LPM. La difficulté d'amener des quotas au grade de général, ça serait assez difficile parce que parfois, alors déjà il faut aller sur le recrutement initial parce que le nombre de représentations de femmes dépend aussi du recrutement. Donc là, comme je vous le disais, 98, c'est pas si vieux que ça. Et si vous faites le calcul, eh bien, on a un certain nombre de femmes qui sont présentes, mais qui sont issues de ce quota-là, qui était très réduit. Donc,
première difficulté. Et une autre difficulté, c'est la présence des femmes dans certains corps. Je vais vous donner un exemple, par exemple, la DG1 ou le service de santé où on va retrouver des armées, où on va retrouver peut-être beaucoup de femmes. Si on dit 10%, on risque de se retrouver en difficulté par rapport à d'autres branches des armées. C'est un défi majeur sur lequel je tiens à rendre hommage à Florence Parly parce qu'elle est la première ministre en charge des armées à s'atteler à l'effort. La difficulté qui est rencontrée, c'est qu'à la différence des autres fonctions dans l'État, pour être général, il faut avoir été sous-lieutenant, puis capitaine, puis commandant, puis lieutenant-colonel, puis colonel, et enfin être proposé au généralat avec ses 2 étoiles. Ce n'est pas le cas des autres fonctions, où la notion de tour extérieur a permis de féminiser un certain nombre de corps et de créer des conditions d'égalité plus rapides. Donc en fait, et ça, personne ne propose raisonnablement d'y déroger. On a eu le débat en commission. C'est logique, le métier des armes correspond à un cursus qui est propre aux armées et que personne ne souhaite voir remettre en question. Donc en fait, le vrai débat, on a commencé à l'avoir la semaine dernière ici même, c'est évidemment le vivier initial. Et en fait, il y a quelque chose évidemment qui est très déséquilibré, c'est si votre sortie de l'école de l'air à Salon de Provence, de Saint-Cyr-Coët de Quidan pour l'armée de terre et de l'école navale, pour ne citer que ces 3-là, mais enfin on pourrait aussi élargir à Polytechnique après tout pour la DGA ou autre, si vous ne créez pas plus de viviers initiaux chez celles qui sont aspirantes puis sous-lieutenants, très mécaniquement, vous vous retrouvez avec un vivier de capitaine de vaisseau et de colonel trop faible pour proposer au général. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, il faut la regarder, et j'ai demandé une analyse précise de cette affaire, c'est que sur pas beaucoup de femmes ayant été promues général de brigade ou contre-amiral et général de division ont parfois quitté les armées plus tôt que prévu, avant la date de liquidation de pension. Ça, c'est quelque chose qu'on a regardé sur les 4 dernières années et qui, moi, évidemment, m'interpelle. On ne peut pas le balayer d'un revers de main. Et j'ai donc chargé une mission particulière d'une femme générale elle-même, d'ailleurs, de regarder, d'aller au contact, justement, des raisons, sans en faire une publicité excessive, mais enfin, il me semblait normal, évident, que d'aller se mettre aussi à l'écoute pour comprendre les raisons pour lesquelles il y avait eu cette sortie. Ce qui d'ailleurs peut créer une courbe qui peut diminuer, parce qu'une fois de plus, pour remplir des objectifs, encore faut-il nommer des gens, mais encore faut-il aussi que les gens qui sont nommés restent bien dans le cadre des armées. Donc ça, j'ai pas encore le rendu de la mission, sur lequel d'ailleurs je n'avais jamais fait de publicité, mais l'occasion en est faite de vous l'annoncer et de vous le dire, parce qu'évidemment, si on veut continuer sur l'axe d'effort, on ne peut pas ne pas regarder aussi ce qui s'est passé ces 3 ou 4 dernières années. En effet, 10% des officiers généraux sont des femmes. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelles en sont les raisons. Vous souhaitez instaurer arbitrairement un quota de 15%. Pourquoi pas 50%? Vous manquez d'ambition, chers collègues. Plutôt que de sortir du chapeau un pourcentage de manière démagogique, analysons plutôt les raisons qui font que les femmes soient insuffisamment nombreuses dans ces fonctions afin d'y répondre et, si nécessaire, d'y remédier. Faire un bon officier ne dépend pas du genre ou de l'origine, cela dépend de la motivation et des compétences à servir la France. Vous justifiez cet amendement par l'amélioration de la fidélisation de nos troupes et de nos officiers. Les causes de départ des militaires vers le privé sont liées aux rémunérations et au fait de trouver un emploi plus épanouissant. Répondons à ces attentes comme le propose notre groupe, au lieu de chercher à mettre en place des quotas hommes-femmes. Je vous remercie. Après 2 semaines de débats apaisés, les députés se prononcent en première lecture sur le projet de loi de programmation militaire. Place tout de suite aux explications de vote et au vote. Plus qu'à une guerre d'avance, cette loi de programmation militaire nous expose au risque d'avoir une paix de retard. Et c'est la raison pour laquelle, malgré des avancées notables pour nos armées que nous avons soulignées dans le débat et les articles que nous avons votés, malgré cela, les députés communistes et GDR voteront contre ce texte et souhaitent que ce débat déborde de l'Assemblée nationale pour que l'ensemble de nos concitoyens s'en saisissent pleinement. C'est en responsabilité que nous voterons ce texte, car il a le courage de porter des choix. L'état des finances, il faut le dire, ne nous permet pas d'avancer puissamment. Mais le sérieux stratégique français permet d'entretenir des armées d'emploi qui sont jugées crédibles par nos alliés et nos adversaires. Sans enthousiasme, avec vigilance,
mais aussi avec la satisfaction de voir un certain nombre de nos mesures adoptées, nous voterons pour cette loi de programmation militaire avec, il faut dire, de véritables morceaux de RN dedans, mais sans jamais oublier que le seul intérêt qui nous anime, c'est celui de la défense de notre nation, la France, et de ceux qui la font vivre. Arrivé au terme du débat, je veux redire notre gratitude envers nos soldats. Nous serons vigilants et pressants pour que leur quotidien s'améliore et les familles mieux accompagnées. Il y a encore trop d'incertitudes autour de l'avenir du service de santé des armées et nous ne comprenons pas pourquoi les avancées que nous proposons pour les blessés psychiques ont encore été écartées. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre. Je veux saluer la qualité de nos débats. Elle tient à la gravité de la matière, parce que derrière nos décisions, il y a des hommes et des femmes qui se battent, parfois jusqu'à l'ultime sacrifice. Tout au long de nos travaux, j'avais en tête un major du commando Hubert, qui, sur la plage arrière de la frégate Aconite, me parlait de 2 de ses frères d'armes tombés au Burkina Faso dans une opération de libération d'otages. Ensemble, nous avons murmuré la prière des paras, celle de l'aspirant Zirnheld. Mon Dieu, donne-moi ce dont les autres ne veulent pas. En pensant à lui, je pense à la compagnie des ombres qui nous a accompagnés tout au long de nos débats, celle de nos collègues d'Abel Ferry au colonel Drian, qui, comme des millions de Français, ont fait le sacrifice de leur vie. Je pense surtout à ceux qui sont tombés ces dernières années, à leurs frères d'armes, aux veuves, aux orphelins, aux parents et à nos blessés qui luttent contre la souffrance physique ou morale. Je crois qu'en ayant débattu comme nous l'avons fait et en votant aujourd'hui cette LPM, nous témoignons en toute humilité le respect qui est dû à ceux qui ont tout donné à la patrie. Monsieur le député. Reconnaissant de l'engagement sans faille de nos militaires au service de la nation, le groupe démocrate votera évidemment en faveur de ce texte. Et nous vous invitons, chers collègues, à être cohérents comme l'est cette loi et à voter également en faveur de cette LPM historique. Je vous remercie. Notre vote intervient à l'issue d'une première lecture et l'examen de ce projet de loi bascule désormais au Sénat. Nos collègues du groupe socialiste vous ont déjà transmis une série de plusieurs questions. Nous serons particulièrement attentifs à vos réponses. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les députés socialistes s'abstiendront. Ne nous voilons pas la face. Nous sommes confrontés à des stratégies d'affirmation de puissance accrues et à de dangereux révisionnismes. Depuis le 24 février 2022, la guerre d'agression est de retour sur notre continent. De nouvelles conflictualités se font jour à l'est de l'Europe, en Afrique et dans l'espace Indo-Pacifique. Enfin, la menace terroriste n'a pas disparu, loin de là. Nous avons donc le devoir, pour protéger nos concitoyens de l'Hexagone comme des Outre-mer, de consentir cet effort important pour nos armées. C'est aussi la garantie que la France restera un partenaire incontournable en Europe et à l'international. Le groupe Horizon et Apparentés approuve pleinement cet effort nécessaire et votera donc sans hésitation ce projet de loi de programmation militaire. Je vous remercie. Nous ne pouvons pas ignorer le climat particulier dans lequel s'inscrit cette loi de programmation. Suite à l'agression de l'Ukraine par la Russie, la guerre frappe à nouveau l'Europe. Hier, nous apprenions la destruction d'un barrage en Ukraine, un acte qualifié par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de catastrophe humanitaire, économique et écologique monumentale. Dès le début de l'invasion russe, les écologistes ont plaidé pour que la France et l'Europe s'engagent concrètement pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté, ce qui passe notamment par l'envoi d'armes, de matériel de défense et de matériel de secours. Ne vous y trompons pas. Les écologistes n'ont pas oublié leurs engagements pacifistes et humanistes. Au contraire, lorsqu'il s'agit de faire face à une agression militaire, à des crimes de guerre, à l'attaque d'un autocrate contre nos valeurs et que tout un peuple, nous n'hésiterons pas à prendre nos responsabilités. Et je suis sûre que cette séance peut faire silence pendant 1 minute au moins pour écouter ce que nous avons à dire sur la Russie et sur l'Ukraine et pour nos militaires. Alors oui, je vous le dis, c'est dans un esprit de responsabilité que les écologistes
ont travaillé sur cette loi de programmation. Et je souhaite remercier la capacité d'écoute et de débat dont a fait preuve Monsieur le ministre. Nous avons eu un temps pour confronter nos analyses, pour exposer nos divergences. Cette loi, effectivement, fait un plus 118 milliards d'euros sur 6 années en faveur de l'armée. Oui, c'est un besoin vital, nous ne le contestons pas. Mais des besoins vitaux, il y en a tellement. Et si l'armée a besoin d'investissements, nous plaidons également pour qu'il y ait des investissements dans l'ensemble des autres besoins vitaux de notre État. L'école publique, l'hôpital et bien évidemment l'investissement pour la transition écologique. Aujourd'hui, vous posez une loi de programmation des finances publiques, mais vous n'êtes en incapacité d'avoir une majorité pour voter vos lois de règlement. Vous êtes en incapacité pour avoir une loi de programmation financière. Donc nous le disons, vous avez une solution pour avoir une majorité, elle se trouve dans les investissements. Investissez autant dans l'armée que dans l'école, dans l'hôpital, dans la transition énergétique et vous trouverez une majorité. Vous l'aurez compris, les écologistes voteront en responsabilité, ils s'abstiendront, mais aujourd'hui, il reste encore de nombreux regrets sur cette loi de programmation militaire. Nous allons donc passer au vote. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Tout le monde est évidemment à sa place. C'est un scrutin public. Il a été annoncé. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Et voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 495, majorité 248, pour 408, contre 87. L'Assemblée nationale a adopté. Adopté une première fois à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, le texte fera l'objet d'un accord entre les deux chambres, ce qui permet une adoption définitive du Parlement le 13 juillet, veille de la fête nationale et du traditionnel défilé militaire du 14 juillet. Ainsi se termine ce numéro des Grands Débats. À très bientôt sur LCP pour une autre séance.